Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. J'ai noté que en 2021, l'organisme VoteWatch vous classait 6e député le plus influent du Parlement européen. Waouh! Vous l'attribuez à quoi? Mais d'abord au travail. Je pense que quand on, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence quand on bosse ou quand on bosse pas. CF Il y en a plein qui du bossent Rassemblement national. Je rappelle que Bardella était lui dans le même vote parmi les derniers 600e sur 700 députés européens. Bref. Ouais, il avait, ouais. Mais ensuite, la configuration politique, on va en parler peut-être, jusqu'aux dernières élections européennes. Le groupe central dans lequel je suis avait été ce qu'on appelle le faiseur de roi. Il y avait pas de majorité sans nous. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a une alliance possible majoritaire en Europe entre la droite et l'extrême droite. Et c'est ce qui se passe? C'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est exactement un énorme danger dans la construction européenne parce que cette alliance-là, elle détruit l'Europe de l'intérieur et elle est alliée avec Trump d'un côté et avec Poutine de l'autre. Et évidemment, ça fait des ravages. C'est ce que j'allais vous demander parce qu'on a couvert sur Backseat les élections européennes pendant toute l'année 2023-2024 et effectivement ce que vous nous dites est quand même assez important. On voit aujourd'hui ce qu'on craignait, je me souviens qu'on l'avait analysé plusieurs fois sur ce plateau, c'est que le PPE, le parti de la droite classique, l'équivalent des Républicains en France, fait objectivement alliance avec l'extrême droite au Parlement européen. Oui, puisque depuis le mois de juillet, le nouveau Parlement européen, sur plusieurs textes, eh bien, il y a eu une alliance de vote entre la droite et les groupes d'extrême droite. On a plusieurs. Il y a 3 groupes d'extrême droite. Il y a celui de Meloni, Première ministre italienne, avec les ultra-conservateurs polonais. Et puis ensuite, plus à droite encore, il y a le Rassemblement national. Puis encore plus à droite, vous avez le parti d'extrême droite néo-nazi allemand, pour vous donner un petit concours de beauté du Parlement européen. Voilà. Et donc l'alliance droite-extrême droite, aujourd'hui, elle peut être majoritaire au Parlement européen lorsque la jonction se fait. Et je trouve qu'elle se fait sur 3 piliers idéologiques dont vous parlez beaucoup dans cette émission. Les sujets migratoires, les sujets écolos ou anti-écolos et la critique du, avec beaucoup de guillemets, wokisme. Et donc tous les sujets que vous connaissez. Et la jonction idéologique, elle s'est faite. Et ça, cette nouvelle synthèse idéologique, elle n'existait pas il y a encore 1 an ou 2. Et c'est nouveau. Et ça, c'est le logiciel trumpiste délocalisé en Europe. Effectivement, on disait le PPE imperméable à l'extrême droite. Malheureusement, honnêtement, j'aimerais que ce soit le cas. Je veux dire, j'aimerais que ce soit le cas. Malheureusement, je constate que partout en Europe, et le dernier exemple en date, c'est dans la campagne électorale allemande qui a lieu en ce moment, puisque les élections allemandes, c'est dans quelques jours. Il y a eu une jonction sur la question migratoire entre l'AfD, donc le parti d'extrême droite allemand, et la CDU, alors qu'au tout début de la campagne, le leader de la CDU, donc de la droite allemande, avait dit « jamais je ferai d'alliance avec l'AfD », et notamment sur les questions migratoires. Donc il y avait ce qu'on appelait un firewall, il y avait une frontière entre les deux. Cette frontière, cette digue, elle a malheureusement sauté dans la campagne allemande. Et donc quand vous prenez, je ne veux pas plomber l'ambiance qui était excellente avant moi, mais quand vous prenez l'Italie plus ce qui est en train de se passer en Allemagne, plus les Pays-Bas, plus la Suède, etc., plus l'Autriche, puisque vous avez vu que c'est probablement un futur chancelier d'extrême droite, on arrive à une situation où on a beaucoup de pays qui aujourd'hui sont portés par une réponse largement anti-européenne. Et donc c'est évidemment plus difficile qu'avant. On se bat, mais c'est plus difficile qu'avant, alors que c'est 1000 fois plus nécessaire encore de construire ce que nous, on appelle l'Europe puissance, face à Trump, face à Poutine, face à la Chine. Puisqu'on parle d'accointance avec l'extrême droite, je crois que Latifa, tu avais une question. Oui, c'était le fait que, vous en avez parlé, le fait que l'extrême droite gagne du terrain évidemment en Europe. Demain et samedi, il y a un rassemblement notamment à Madrid de l'extrême droite européenne, ils appellent ça Make Europe Great Again, où il y aura normalement Marine Le Pen, Viktor Orban, etc. C'est pas la première fois qu'ils se rassemblent à l'initiative du parti Vox d'extrême droite espagnole. On parle de la manière dont l'extrême droite s'organise en Europe, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en face? Parce que le danger est réel et on a l'impression qu'ils ont toute la latitude pour s'organiser comme ils veulent, phosphorer un peu sur tous les sujets, sans l'impression qu'en face, il y ait une réaction qui soit à la hauteur.
Alors, d'abord, il faut reconnaître qu'on est engagé dans une bataille culturelle. Et il faut la mener, cette bataille culturelle et politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que... Ça veut dire quoi, ça, juste bataille culturelle pour les gens ça veut dire que, par exemple, sur les sujets écolos, que je suis au quotidien, l'anti-écologisme, les politiques anti-climat, qui étaient familières chez Trump depuis des années, n'étaient pas le fait du logiciel des extrêmes droites européennes. Je vous souviens, vous avez couvert évidemment fortement la campagne des présidentielles, des dernières campagnes des présidentielles. Marine Le Pen dit à sa manière des choses qu'elle estime être favorables à la lutte contre le dérèglement climatique. On peut la croire, on peut ne pas la croire, mais elle est obligée de dire quelque chose qui laisse à penser qu'elle veut agir pour le climat. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, toutes les politiques écolos sont attaquées frontalement par les extrêmes droites européennes, et vous avez des partis d'extrême droite, Vox, vous venez de le citer, l'AfD en Allemagne, qui sont ouvertement, explicitement, totalement climato-sceptiques, comme l'est Trump aux États-Unis, en niant et la réalité et l'origine humaine du dérèglement climatique. Donc ça veut dire qu'on est engagé dans une bataille frontale, dont on va peut-être reparler. Moi, j'ai porté le pacte vert depuis 5 ans au Parlement européen. On a fait des choses que je trouve très, très importantes et les émissions de CO2 ont baissé. C'est pour ça qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, éventuellement d'être en désaccord. Je ne pense pas du tout qu'on ait été ces dernières années dans l'inaction climatique. Pas du tout. Par contre, là, on est dans un énorme risque de reperdre tout ce qui a été gagné depuis 5 ans sur ces sujets. Donc, il faut qu'on mène cette bataille sur l'ensemble des fronts. Ensuite, la bataille, on la mène, mais ensuite, si vous voulez, s'il y a une majorité, et ça s'appelle malheureusement la démocratie, c'est la démocratie européenne, c'est le résultat des élections de juin, il y a aujourd'hui, et je le regrette 10 000 fois, une majorité alternative. Donc si la droite décide de faire alliance avec l'extrême droite, si en Espagne, le PP décide de faire alliance avec Vox, etc., eh bien, on ne peut aujourd'hui, arithmétiquement, rien faire. Et c'est évidemment consternant, je suis le premier à en souffrir, mais on mène cette bataille, mais la bataille, elle est aujourd'hui au sein de la droite européenne. Et au sein de la droite européenne, vous avez heureusement encore des gens qui disent « moi, je ne suis pas là pour ça ». Les Grecs, des Nordiques, des gens du Benelux, des Tchèques, des Slovaques qui disent « moi, je ne suis pas là pour faire alliance avec l'extrême droite au Parlement européen ». Mais vous en avez pour qui, fondamentalement, c'est plus un problème. C'est-à-dire que c'est totalement neutre. Et notamment les LR, puisqu'on est notamment les LR. Et ça, ça me fait évidemment mal, parce que derrière, c'est ce logiciel, franchement, qui est de plus en plus un copier-coller du Trumpisme, qui est en train d'être importé en Europe. J'ai un peu du mal à vous suivre parce que vous parlez de cette lutte contre l'extrême droite dont vous vous distanciez et pourtant vous étiez numéro 2 sur la liste de Nathalie Loiseau qui a un passé d'extrême droite et qui, il y a encore quelques jours, a fait preuve de racisme sur Twitter à propos d'un humoriste. Vous êtes Renew, Renaissance, un gouvernement François Bayrou qui reprend la notion de submersion migratoire avec Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Ouais. La loi immigration qui a été votée main dans la main avec l'extrême droite. Vous voyez, c'est justement, compliqué, Pascal Canfin, je vais vous dire. Donc, moi, je suis quelqu'un de libre. C'est-à-dire que quand je suis d'accord, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Donc vous donnez deux exemples. Vous avez souvent dit que vous n'étiez pas d'accord avec Emmanuel Macron et un certain nombre de choses qu'il a faites. Je ne sais pas si c'est du premier ou du second degré, mais c'est du premier degré. Très bien. Ouais. Ce que je vais vous donner, c'est très bien. Expliquez-moi. C'est très bien. Non, mais c'est très bien parce que j'ai 2 cas concrets qui sont exactement ce que vous venez de dire à l'instant. Le premier, c'est la loi migration. Le jour où la loi migration est votée à l'Assemblée nationale, comme d'autres députés de l'ex-majorité présidentielle, comme Sacha Houlié, président de la commission des lois, moi je dis sur Twitter, parce que je ne suis pas député national, je suis député européen, donc je n'ai pas voté cette loi, mais je dis, si j'étais député national, je ne voterais pas cette loi, je voterais contre cette loi. C'était extrêmement clair et ça a été tout à fait noté. Deuxième élément, j'étais au bureau exécutif du Parti Renaissance. Et j'ai démissionné à la rentrée de politique de cette année. Pourquoi ? Parce que j'étais, je suis toujours, même si depuis les choses politiques ont évolué, en total désaccord avec la façon dont le président de la République a géré la séquence post-dissolution, parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'exercice démocratique
eût été de donner la possibilité au NFP d'essayer de trouver une majorité. Dans n'importe quel autre pays européen, c'est ce qui se serait passé. Parce que c'est la coalition qui était arrivée en tête. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on partage pas, à un moment donné, c'est le résultat. Et ça n'a pas été fait. Et je pense que c'est une erreur démocratique forte. Et c'est pour ça que j'ai démissionné du bureau exécutif du parti, puisque sur cette ligne-là, qui est quand même un élément fondamental, je ne me retrouvais pas du tout avec la stratégie qui était portée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vois que François Bayrou, au-delà des déclarations que je ne souscris pas, a fait un choix politique extrêmement clair, exactement inverse de celui de Michel Barnier. De Michel Barnier, qui est de trouver les accords, et ça vient d'être fait avec une partie de la gauche. Léa ? Oui, alors il m'a piqué ma meilleure question. Ah merde. Ouais, j'ai plus rien à poser comme question. Encore que je suis pas sûre que la réponse était particulièrement satisfaisante. Donc on peut peut-être revenir sur un certain nombre de choses, effectivement. Vous avez voté le pacte migratoire européen ? Le pacte asile-migration ? Ah oui. Ah oui, pourquoi ? Oui. Alors j'ai voté le pacte asile-migration parce que justement... On peut préciser que c'est une législation européenne, on ne parle pas de la loi immigration en France. Non, la loi immigration en France, je ne l'aurais pas votée parce qu'elle était totalement déséquilibrée. Le pacte asile-migration, précisément, il fait ce que la loi française de l'époque n'a pas fait. Il a d'ailleurs été voté par une majorité des socialistes et des sociodémocrates européens. Il a d'ailleurs été voté par une majorité de la droite européenne, mais ni par plus à droite, ni par plus à gauche. Il a été vraiment conçu et voté par un équilibre central, y compris par la majorité du groupe socialiste et social-démocrate, ce qui, évidemment, je pense que vous l'avez bien noté, n'était pas le cas de la loi migration française. Il y a donc une raison. Cette raison, c'est que, précisément, le pacte asile-migration, il comporte des mesures qui sont de nature plus répressive, que certains n'aiment pas, et il comporte des mesures plus humanistes que d'autres n'aiment pas. Et à la fin, soit vous n'avez rien, soit vous dites, je considère que c'est le meilleur compromis possible. Pour faire quoi ? Pour construire pour la première fois une réponse intégrée en Europe à la question de la gestion des flux migratoires et des demandes d'asile. Et on sait très bien en France que les flux migratoires et les demandes d'asile, elles sont très rarement directement en France. Ça passe par l'Espagne, ça passe par l'Italie, ça passe par d'autres territoires. Donc si on ne le gère pas à l'échelle européenne, eh bien, on crée une situation insoutenable à la fois pour les pays qui sont les pays qui sont dits de première entrée, donc la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ou sur le côté de la frontière Est, Pologne, etc. Et inversement, on crée une absence totale de solidarité entre nous. C'est-à-dire que nous, on dit aux Italiens, débrouillez-vous. En quoi ce texte est solidaire, notamment des personnes qui sont en situation de migratoire ? Alors, il est solidaire à deux niveaux. D'abord, il est solidaire entre nous. C'est-à-dire qu'on crée des obligations d'acceptation. D'ailleurs, ça a été très fortement critiqué par l'extrême droite, ce qui est plutôt un bon signe. On crée des obligations d'acceptation d'un certain nombre de migrants chez nous. Et c'est valable pour l'ensemble des pays européens, pour justement ne pas laisser les pays de première entrée tout seuls. Mais pourtant, donc ça, c'est de la solidarité. Tension dans les pays aux frontières extérieures. Oui, les hotspots. Les hotspots. Non, d'accord, mais ça, c'est autre chose. Là, la première question, vous me posez une question sur en quoi c'est solidaire. Donc, paquet immigration, c'est 5 textes, des centaines de pages. Donc, on peut parler de plein de sujets, mais essayons d'aller au bout de allez-y, continuez. Ouais. Donc, premier sujet, c'est on crée des obligations de solidarité entre nous. Bien. Ce qui est, je pense, totalement conforme à l'état d'esprit européen, plutôt que de laisser chacun pour soi. Deuxième élément, on crée des procédures qui renforcent les droits, par exemple, de la défense des personnes demandeurs d'asile dans les pays où ils font leur demande. Et je peux vous dire que sur les îles grecques, quand il y a eu la crise, par exemple l'Italie... non, mais donnez les droits que vous créez. Donnez des exemples. On renforce les droits à la présence d'un avocat, par exemple, dès la Xème heure. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais on renforce les droits et ça a été voté justement par une partie de la gauche, précisément pour ça. Parce qu'il y a une partie de ce paquet migratoire qui est plus humaniste, qui est plus favorable à la défense des droits. Vous savez que ça renforce les droits, mais vous ne savez pas lesquels. Je vous dis, il y a la défense... désolé, mais... Excusez-moi. Ça donne droit à davantage de présence d'avocats. Maintenant, je n'ai pas appris par cœur le pacte asile-migration. Je ne sais pas si c'est au bout de la première heure, de 30 minutes, de 3 heures. On peut jouer avec, je vous enverrai la réponse. Non, c'est pas une question de jouer avec. En fait, c'est juste de comprendre en quoi ce texte est davantage humaniste. Je viens de vous répondre.
Je viens de vous répondre pour deux éléments. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que je répète que la majorité de la gauche européenne l'a voté. Donc, soit ils sont tous devenus fachos, soit peut-être que c'est justement parce qu'il est équilibré, ce texte. Il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, il est équilibré. Et en l'occurrence, ça faisait 20 ans. 20 ans qu'on essayait de construire une réponse européenne intégrée au sujet migratoire. Là, on a commencé à le faire. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Sur les questions environnementales et climatiques, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis des accords de Paris. Vous avez été président pendant 5 ans, vous l'avez dit, de la commission environnement du Parlement européen. Qu'est-ce que ça implique concrètement, ce retrait des États-Unis, un pays aussi important, aussi émetteur de CO2 d'ailleurs? Qu'est-ce que ça implique? Alors, si on se réfère à ce qui s'est passé quand il est arrivé pour la première fois à la Maison-Blanche, puisque une de ses toutes premières décisions avait déjà été de sortir les États-Unis de l'accord de Paris, au final, il ne s'était pas passé grand-chose de négatif. Parce qu'il y avait une dynamique de l'accord de Paris. Je rappelle que l'accord de Paris, c'est 2015. Trump en sort en 2017, si ma mémoire est bonne. Et donc, on est encore sur une dynamique où tous les pays se disent on vient de signer l'accord international après lequel on courait depuis, là aussi, des décennies. Eh bien, la parenthèse Trump on ne va pas laisser Trump détruire ça, et donc il y aura une parenthèse, on va se serrer les coudes, et puis il va partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui fait que, par exemple, aucun pays, à part les États-Unis, aucun autre pays du monde n'est sorti des accords de Paris. Aucun. Donc c'est intéressant. Je veux dire, il n'a pas du tout embarqué une dynamique en disant voilà, je suis le premier, puis il y en a 2, puis il y en a 3, puis il y en a 5, puis il y en a 10. Non, il a commencé seul, il a fini tout seul. Mais là, il pourrait être suivi, non? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est la première fois. Bien. Maintenant, c'est évidemment impossible de vous dire si ça va être exactement le même scénario ou pas. Enfin, pour l'instant, au moment où on parle, aucun autre pays n'a dit « moi, je lève la main et je suis Donald Trump ». Le seul dont on a dit qu'il pourrait le faire, et peut-être qu'il va le faire, c'est Milei. C'est Milei en Argentine. Exactement. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que même si on est contre l'accord Mercosur, on a quand même beaucoup poussé pour qu'il y ait dans l'accord Mercosur une clause qui dit si un des pays du Mercosur sort de l'accord de Paris, alors l'accord Mercosur tombe. Ce qui fait qu'il est extrêmement probable qu'en fait Milei sorte du Mercosur, sorte de l'accord de Paris, etc. C'est-à-dire qu'on crée avec l'accord de Paris comme étant une base juridique partagée, insuffisante. Si on veut critiquer l'accord de Paris, je suis le premier à le faire, mais enfin, il vaut mieux ça. Mais je croyais que ça allait empêcher Milei de sortir de l'accord de Paris parce qu'il ne peut pas se permettre de sortir de l'accord. C'est ce qui s'est passé pour l'instant. Okay, et donc, il y a 2 options. S'il veut sortir de l'accord de Paris, alors il doit sortir du Mercosur. Donc, il doit sortir de la zone commerciale, le marché sud-américain, ce qu'il n'a pas forcément envie de faire. Et donc, il n'est pas sorti de l'accord de Paris. Donc c'est intéressant. C'est intéressant cet emboîtement. C'est tout un petit peu compliqué, mais ça montre l'emboîtement des différentes négociations internationales qui marchent l'une sur l'autre, et c'est évidemment une dynamique intéressante. Maintenant, la question c'est est-ce que l'effet finalement assez secondaire de la sortie de Trump la première fois va se reproduire, ou est-ce qu'on a malheureusement des raisons de penser que cette fois-ci c'est plus grave? Et là, c'est pareil, il y a franchement 2 tendances qui s'opposent. C'est pour ça que c'est trop tôt pour avoir un avis absolument tranché. La première tendance, c'est qu'il y a quand même une explosion des investissements verts aux États-Unis, notamment dans les énergies renouvelables. Et ça, on peut penser que ça ne va pas s'arrêter, malgré la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Maintenant, la tension avec la Chine et l'état délabré du multilatéralisme et des discussions internationales, parce que tension américano-chinoise, etc., l'ONU qui ne pèse plus rien, etc., fait que le système multilatéral, sur tous les sujets, donc aussi sur le climat, est affaibli, contrairement à la dynamique de la dernière fois où on était dans la sortie optimiste et tout de la COP21. Alors, donc, il y a quand même eu des mauvaises nouvelles qui ont été annoncées par certaines grandes compagnies européennes. Donc, c'est pour ça que je suis plus inquiet. Pour répondre à votre question, je suis plus inquiet que la dernière fois. Okay. Mais on va essayer de se battre. Et notamment aux États-Unis, vous avez une coalition énorme d'États fédérés. Californie, mais pas que. Encore des entreprises américaines qui n'ont pas fait allégeance à Trump, des ONG, évidemment, des autorités locales, des mairies, etc. Tout ça, ça pèse. Et ça va aussi se serrer les coudes. C'est une coalition qui s'appelle America is All In. Ils sont encore dans l'accord de Paris et eux, ils veulent y rester. Antoine ? Selon vous, c'est
quoi le meilleur échelon pour mettre en place des politiques environnementales ambitieuses ? Il ne faut surtout pas opposer les échelons entre eux. La réponse est tous. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez faire qu'au niveau local. C'est-à-dire, si vous voulez mettre une piste cyclable, c'est évidemment pas l'Europe qui va décider de où est-ce que vous mettez une piste cyclable, ce serait totalement absurde. Bon. Mais si vous voulez enclencher des grandes politiques industrielles vertes, comme la décarbonation de notre industrie automobile, la décarbonation, l'énergie, etc., si vous le faites uniquement à l'échelle territoriale, évidemment, vous n'avez pas l'échelle et vous n'avez pas les ressources financières. Donc, il ne faut surtout pas opposer les solutions entre elles et les échelles de territoire entre elles, parce que ça, c'est la recette de l'échec. Donc, c'est pour ça que moi, je dis il faut agir partout, parce que les leviers sont différents et complémentaires. Et je rappelle que ce chiffre, je trouve, il n'est pas assez connu. Je ne sais pas si vous le connaissez tous ici. Les émissions de CO2 en Europe l'année dernière, elles ont baissé de 8%. C'est beaucoup. En une seule année. Quand notre objectif, c'est d'atteindre moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. 8% en un an, c'est énorme. Donc, ça veut dire que, ça y est, on a enclenché quelque chose. Et les émissions françaises, elles avaient baissé l'année dernière de 5% et encore avant de 5%. Donc, les choses ont accéléré. Et moi, je suis frappé, je peux me permettre allez-y. Vous travaillez personnellement sur ces sujets. Je suis frappé de voir à quel point, moi je suis dans l'écologie depuis 20 ans maintenant, pendant des années et des années, il y avait une critique récurrente qui était justifiée, qui était de dire « vous n'en faites pas assez, vous n'avez pas pris la mesure du problème ». Et je pense que ça a changé en 2018, 2019, 2017 avec la mobilisation de la jeunesse, etc. Justement, le post-accord de Paris en disant « ça y est, cette fois-ci, on y va », la baisse des coûts des technologies, etc. Et il s'est passé donc des choses absolument inédites ces dernières années qui fait qu'au fond, maintenant, la critique principale n'est plus « vous n'en faites pas assez ». La critique principale, c'est « oulala, vous en faites beaucoup trop ». Ça va beaucoup trop vite. C'est pas les mêmes qui font qui faisaient la critique avant et qui ont changé. C'est pas les mêmes. Je parle de dominante. Je parle de la critique de la principale. Vous faites référence, par exemple, aux oppositions qu'on entend en France contre les zones à faible émission, par exemple. On peut aussi parler les voitures, les pesticides, les zones à faible émission, etc., l'écologie punitive. Morale de l'histoire, François Bayrou réduit les investissements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est que, et beaucoup de ceux qui nous écoutent s'intéressent à la question politique, pas simplement partisane, mais comment le débat public est structuré, etc. Pendant des années et des années, ceux qui structuraient le débat public sur l'écologie, c'était les ONG. Et je sais, j'en ai dirigé une, et je sais WWF en l'occurrence. C'était elle qui donnait le là du débat écologique et qui cadrait la façon, ce qu'on appelle dans les théories de sciences politiques le framing, c'était elle qui cadrait la façon dont le sujet était posé. Ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est qu'on a basculé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui cadrent la façon dont le débat sur l'écologie est posé dans le débat public, c'est l'extrême droite, c'est les agriculteurs qui ne veulent pas changer. Il y a des agriculteurs qui veulent changer, des agriculteurs qui ne veulent pas changer. On n'écoute pas toujours de la même façon les mêmes, etc., etc. C'est ceux qui ne veulent pas acheter une voiture électrique, c'est ceux qui trouvent que ceci, c'est ceux qui trouvent que l'écologie est punitive, c'est ceux... Et ça, c'est incroyable comment en 2 ans, le débat public, le cadrage du débat public a totalement changé. Résultat des courses, avant, on devait se justifier de ne pas en faire assez. Maintenant, on doit se justifier d'en faire un peu. Ça dépend de la part de qui et de ce qu'on fait. C'est-à-dire que ces dernières années, on a eu quand même pas mal de criminalisation des militants écologistes. Si on prend tout le sujet des méga-bassines, par exemple, chaque année qui passe est l'année la plus chaude, dont on dit qu'elle n'a jamais été enregistrée. Donc, ayant ce constat-là, c'est vrai que c'est difficile de vous entendre dire on nous dit qu'on en fait trop et on a baissé les émissions de gaz à effet de serre, etc. Ou de se dire forcément, on ne sait pas encore quel sera l'impact du retrait des États-Unis alors qu'ils sont à l'origine de quasiment 12% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc c'est ça. C'est pas mal quand même, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une sorte de dissonance entre ce que vous dites et nous, la réalité, ce qu'on voit dans juste les études scientifiques, les études scientifiques de la baisse des émissions de CO2 de 8% en Europe, historique, inédite.
Oui, mais je parlais du fait que chaque année qui passe est la plus chaude jamais enregistrée. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pour ça que je me bats chaque année, c'est plutôt dans l'année qu'on a épuisé les ressources de la planète. Absolument. Et tous ces constats-là, en fait. Donc, est-ce que, quand vous dites... parce que depuis le début, vous avez l'air de dire on a fait ça et c'est mieux que rien. Mais la situation est tellement préoccupante qu'on peut se dire est-ce que ce sont les bons leviers? Est-ce qu'il ne faut pas faire encore plus, faire mieux il faut faire plus, il faut faire mieux. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mon analyse, elle portait sur les conditions d'acceptabilité et des enquêtes d'opinion. Et aujourd'hui, et je peux vous dire que si la France se résumait à ce plateau, je pense qu'on n'aurait pas exactement les mêmes équilibres politiques. Bon. Non, donc, probablement pas. Voilà, probablement on est d'accord. Donc la question est de savoir si on parle entre nous de ce qu'on ferait si on était tout seul dans ce plateau, ou si on parle de comment on emmène la société française. Pas tout à fait la même chose. Si on est sur comment on emmène la société française et les sociétés européennes, je constate, et je pense que c'est un échec collectif qu'il faut regarder en face pour mieux avancer, parce que je partage 100% de ce que vous avez dit sur le fait que, bien évidemment, on n'y est pas du tout encore. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de commencer à vivre ce qu'on appelle le backlash. On le connaît dans le féminisme, on le connaît aujourd'hui dans l'écologie. Et c'est nouveau. Quand on regarde les séquences, encore une fois, il faut avoir des convictions, il faut avoir des valeurs. Et je me bats depuis 20 ans sur ces sujets, mais vous ne pouvez gagner que si vous avez la bonne analyse. Parce que ce n'est pas juste en répétant des valeurs et des convictions que ça va marcher. C'est une question de méthode aussi, peut-être. Absolument. D'ailleurs, sur les méthodes, je ne sais pas c'est quoi votre avis sur cette question-là que j'ai évoquée de la criminalisation des militants écologistes. C'est une réalité. L'écoterrorisme utilisé par Gérald Darmanin. J'ai été sur la matinale de France Inter le lendemain où Darmanin disait ça, je disais c'est absolument scandaleux d'utiliser cette expression d'éco-terrorisme. Je peux faire toute la liste des choses sur lesquelles je me suis décalé des propos de Gérald Darmanin ou d'autres. Non, mais de toute façon, on l'entend pas jamais assez, en fait, ce genre de distanciation par rapport à certains je le refais ce soir avec grand plaisir, et j'ai cité la source, donc vous pouvez aller vérifier. Évidemment, il y a une criminalisation, et je crois que ça a été documenté récemment en Angleterre, une criminalisation croissante de l'action écologiste pour dénoncer l'action d'un certain nombre de lobbies, pour dénoncer des intérêts économiques qui ne veulent pas bouger, etc. Et ça fait partie du backlash. Donc on a aujourd'hui des avancées technologiques, des avancées de politique qui n'existaient pas avant. Je vous donne l'exemple peut-être dans le pacte vert, c'est des dizaines et des dizaines de lois, le pacte vert européen. Peut-être celle qui est la plus connue, c'est la fin de la vente des voitures non zéro émission en 2035. Quand on l'a voté, vous aviez un certain nombre d'ONG qui disaient mais 2035, c'est vraiment très loin. À l'époque, c'était presque 15 ans, c'est pas possible, etc. Aujourd'hui, comment le débat est cadré sur ces sujets, c'est ça va beaucoup trop vite, vous êtes en train de tuer l'industrie automobile, etc., etc. Vous voyez, regardez en 2 ou 3 ans comment le cadrage médiatique dominant a changé. Comment l'opinion publique est structurée sur ces sujets. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, le cadrage médiatique national, oui. National et européen. Et européen, oui. Et quand on perd cette bataille-là, et encore une fois, vous vous intéressez à ces sujets, donc c'est vraiment le cœur. Quand on a perdu la bataille du cadrage, on perd la bataille culturelle et on finit par perdre la bataille politique. Et moi, je n'ai pas envie de la perdre. Donc il faut qu'on s'intéresse à ces sujets. Non, mais encore une fois, nous, on vous cuisine sur l'écologie, etc. Parce qu'on sait très bien qu'on a perdu la bataille. Sur tous les autres plateaux, vous êtes cuisinés sur les zones à faible émission, sur l'écologie punitive, dans l'autre sens, etc. Ouais, exactement. Non, mais je sais, on s'en doute bien, mais c'est pas pour autant. Non, mais vous avez raison, mais c'était pas le cas il y a 2 ans. Oui, non, voilà. C'est vrai, c'est allé très très vite. Donc ça prouve qu'on a fait des choses. Ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, je suis pas d'accord avec ceux, et j'ai été chez les Verts et j'en ai fait partie, et je sais qu'aujourd'hui ils continuent de le dire, comme quoi, depuis des années, c'est l'inaction climatique. C'est pas vrai. C'est totalement insuffisant, mais pour la première fois, l'année dernière, la France et l'Europe ont été sur la réduction de CO2 alignée avec l'accord de Paris. Pour la première fois. C'est la politique des petits pas que vous prenez? Non, c'est pas les petits pas. Les petites victoires. Vous dites que vous êtes... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Alors, dites-moi. Excuse-moi. La politique des petits pas, ce serait de vous dire ça a baissé un peu, soyez indulgents. OK, on aurait dû baisser de 5%, on a baissé de 1%, mais enfin, c'est quand même mieux que rien. Ça, c'est la politique des petits pas. Moi, j'ai un benchmark. Le benchmark, j'ai un point de référence, excusez-moi pour cet anglicisme, c'est la trajectoire de réduction des émissions basée sur la science. Basée sur la science, c'est l'accord de Paris. Et pour vous, on y est?
c'est pas pour moi, on y est, c'est pas n'importe quoi. Non, je regarde basé sur la science, donc je regarde ce que dit la science. Ok. D'accord ? C'est pas subjectif, c'est très important, parce qu'il y a tellement de faits. Vous avez raison, vous avez raison, c'est important. Et vous allez voir ces chiffres. Je ne peux pas vous contredire, je n'ai pas les chiffres en face de moi. Je vous dis, vous allez les vérifier, ça s'appelle le CITEPA en France, l'organisme qui fait l'analyse des chiffres des émissions de CO2. L'année dernière, en France, et enfin en 2022-2023, ça a baissé de manière alignée avec l'accord de Paris. Pour la première fois. Il faut s'en réjouir. Si on ne s'en réjouit pas des quelques bonnes nouvelles dans un océan de nouvelles insatisfaisantes, encore une fois, je partage tout à fait ce que vous avez dit, alors, à l'époque des années 70, on disait on désespère Billancourt. D'accord ? Et bien là, on désespère la partie de la société qui a envie d'y croire, qui a besoin de signaux positifs pour dire on peut la gagner, cette bataille. Mais si on trouve toujours que tout est négatif, que ça ne va jamais, qu'on n'avance pas, forcément, à la fin, on n'a pas mobilisé les énergies suffisantes et on finit par perdre la bataille. Donc moi, je reste optimiste, mais par contre, je vois arriver une vague de backlash qui est la synthèse droite-extrême droite que j'évoquais au début de l'émission. Et c'est ça qui me fait évidemment terriblement peur. Léa ? Vous parliez de cette distanciation justement avec Paris, en quelque sorte, et donc les macronistes qui sont présents à Paris. Vous dites que vous ne partagez pas un certain nombre de propos et de positions, etc. Du coup, peut-être que vous avez un regard peut-être plus critique et plus sincère sur qu'est-ce qui a... Enfin, à quel moment cette promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron en 2017 d'être le rempart contre l'extrême droite, à quel moment ça a échoué ? Vous me posez une question. Non, je vous pose cette question parce que justement, vous avez la sincérité et de nous dire ce que vous pensez. Et je pense que c'est important qu'on l'entende aussi. Et parce que vous avez aussi un certain historique, notamment au sein du Parlement européen, que vous avez vu aussi les mouvements. Vous avez dit qu'il y a des digues qui sont tombées. Donc, quelle est votre analyse là-dessus ? Qu'est-ce qui a échoué ? Et qu'est-ce qui continue d'échouer ? Alors, il y a une chose qui est grave et récente et donc qui continue d'échouer, c'est le fait d'intégrer les mots de l'extrême droite. De la part de la Macronie ? De la part d'une partie de l'ex-majorité présidentielle. Je dis une partie parce que chacun sait que certains le font plus que d'autres. Je pense que tout le monde a en tête les noms, Darmanin pour en citer un. Voilà. Votre collègue Nathalie Loiseau, par exemple. Franchement, c'est quand même pas, honnêtement, je pense que là, vous êtes un peu dur. Mais non, contextuellement, là... Si vous voulez, très honnêtement, je ne sais pas... C'est pas la bonne semaine pour dire ça. Je ne sais pas quelle citation vous faites référence, donc continuez ce que vous voulez dire. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Et une fois que vous reprenez les mots de l'adversaire, vous avez perdu. Mais est-ce que vous avez perdu parce que sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il y a une connivence intellectuelle ? Parce que si on reprend les termes, c'est qu'il y a... connivence intellectuelle, par contre, il y a une forme de défaitisme au sens de dire, au fond, la bataille culturelle, idéologique est perdue, donc j'essaye de faire en sorte de coller un peu pour ne pas laisser le monopole de la critique au RN. C'est du clientélisme ? Non, c'est pas du non, parce que c'est pas du clientélisme, parce que c'est pas du clientélisme électoral. Par contre, c'est le refus de mener cette bataille jusqu'au bout, d'accord ? Et ça, je pense que c'est très important. Et je l'ai vécu. Et les mots, c'est pour ça que j'insistais sur le côté cadrage, etc. dans cette émission, parce que je pense que c'est très important. Un mot sur les sujets écologiques qui a fait très, 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 très mal. C'est l'écologie punitive. Ouais. Et qui est-ce qui prononce cette expression ? Qui est-ce qui l'a sorti, écologie punitive ? C'est essentiellement le Rassemblement national au début. Pas du tout, c'est très intéressant. Pas du tout. Qui sort l'écologie punitive ? Je sais pas. Ségolène Royal. Bon, vous n'êtes pas obligé de rire. Non, mais c'est... mais revenons aux macronistes, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est important. Ségolène Royal. Et c'est très important. Pourquoi elle sort ça ? Il y en avait qui l'avaient dans le chat, tu vois. Parce qu'il veut se différencier à l'époque des Verts. Et vous créez le concept qui va durer des années et qui finit comme étant la critique de l'extrême droite. Donc les mots, c'est absolument fondamental. Donc de reprendre le vocabulaire et la sémantique de l'extrême droite, pour vous, c'est pas tout à fait reprendre l'idéologie ? C'est juste accepter qu'il y a une bataille qui a été perdue ? C'est accepter de perdre les prérequis de la bataille idéologique. Si vous commencez par perdre les prémices, les fondamentaux de la bataille idéologique,
alors vous avez déjà perdu. Mais la bataille, elle a été perdue depuis longtemps, là, en l'occurrence, par Emmanuel, contre l'extrême droite sur la mais elle est partie. Alors, elle revient sur la submersion migratoire, partout en Europe. Absolument, elle est perdue, mais elle est perdue. Elle n'a pas été gagnée par la Macronie. Je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment. Mais si on dézoome un tout petit peu, la question c'est, on voit que partout, elle est perdue. Mais ça dépasse la sémantique, je veux dire. Ça dépasse les expressions, ça dépasse les mots. Française, ça dépasse le macronisme, l'antimacronisme. Qui ont été mises en place, ce sont des textes qui ont été votés avec le Rassemblement national. Enfin, je veux dire, il y a quand même un switch idéologique qui a été assez rapide par ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit moi-même que je ne voterai pas la loi migration, parce que vous parlez essentiellement de celle-là, puisque moi je suis incapable. Mais parce que c'est un marqueur très fort. Bien sûr, la reprise de la préférence nationale. Absolument. Et quand vous votez, mais je peux vous dire, je l'ai dit 10 fois. Donc, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre... Lorsque vous votez un texte en sachant très bien que c'est un texte inconstitutionnel, d'accord, c'est ce qui a été fait, vous mettez un coin dans l'état de droit. Parce qu'ensuite, vous comptez sur le juge constitutionnel pour faire le boulot. Et ensuite, vous avez tout LR et l'extrême droite qui disent « halte au gouvernement des juges ». Alors qu'ils ne font que respecter la Constitution qu'on s'est donnée et qu'on a bafouée en votant un texte tout en sachant très bien qu'il était inconstitutionnel. Vous voyez le mécanisme dans lequel vous rentrez. Ça, c'est incroyablement pervers. Incroyablement pervers. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dénoncé à l'époque. Antoine ? Moi, je voudrais vous réinterroger sur l'Union européenne. Comment vous percevez à l'heure actuelle le sentiment pro- ou anti-européen à l'intérieur des pays de l'Union européenne? Parce qu'on sait, on a dit que l'extrême droite avait de plus en plus de poids, mais elle n'a pas non plus le même discours sur l'Union européenne qu'elle pouvait avoir auparavant. Selon vous, c'est quoi l'état des Européens sur le sujet? Là aussi, c'est intéressant. Vous voyez, parfois, on perd des batailles culturelles. On en a évoqué certaines. Parfois, on en gagne. L'euro, c'est une bataille culturelle, idéologique qu'on a gagnée. Puisque aujourd'hui, aucun parti d'extrême droite ne revendique plus, contrairement à c'était le cas il y a quelques années, tous, la sortie de l'euro. Parce qu'ils ont tous compris que s'ils voulaient gagner l'électorat des retraités qui ont l'épargne en euros et des petits patrons qui font leur business en euros et qui ont peur d'une dévaluation, d'un retour du chaos de la monnaie nationale, il fallait qu'ils abandonnent cette revendication. Donc on l'a gagné. Et le paradoxe, c'est que tous ceux qui critiquent l'Europe, Orban, Meloni, etc., il n'y en a aucun qui veulent en sortir. Aucun. Parce que moi, c'est toujours ce que je dis, mais je dis, Viktor Orban, c'est insupportable l'Union européenne. Je veux dire, la porte est ouverte. La preuve, les Britanniques l'ont prise. D'ailleurs, mais il ne peut pas se le permettre parce qu'il a besoin des aides européennes. Et voilà. D'ailleurs, il n'y a plus que 30% des Britanniques qui sont favorables à la sortie, qui revoteraient Brexit aujourd'hui. Donc ça prouve bien que la bataille fondamentale de l'utilité de l'Europe et de la valeur ajoutée de l'Europe, elle est gagnée. Ensuite, on discute de quelle politique en Europe, comme on discute de quelle politique en France. Vous avez des politiques plus à droite, plus à gauche, plus libérales, plus régulationnistes, etc. Mais on ne pose plus la question de la valeur ajoutée dans un monde de plus en plus conflictuel, de fait d'être on est unis. Et voilà, c'est très intéressant de voir que tous ceux qui la critiquent, aucun ne veut en sortir. Aucun ne veut remettre en cause les grandes politiques qu'on a mises en place depuis des années. Par contre, et ça c'est l'aspect positif des choses, maintenant l'aspect négatif des choses, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de faire l'euro? Franchement, non. Je pense qu'on ne serait pas capable de faire l'euro. Est-ce qu'on serait capable de faire Airbus? Je ne suis pas sûr qu'on serait capable de faire Airbus. Est-ce qu'on serait capable de faire Schengen? Évidemment non, puisque les tensions sur les questions des circulations des personnes sont trop fortes. Et donc on est à un moment donné de notre histoire où personne ne veut remettre en cause l'acquis, y compris les plus critiques, parce qu'ils voient la valeur ajoutée, et en même temps on n'arrive plus à se mettre en dynamique pour produire des nouvelles réponses à la hauteur des défis historiques qui sont les nôtres. Et ça, c'est vraiment le moment de vérité avec Trump, puisque l'Europe avance toujours en réaction à des crises extérieures. Le moment de vérité de Trump, c'est ça. Le premier, c'est la défense. C'est est-ce qu'après les élections allemandes dans quelques semaines, on sera capable de s'unir, de lever de la dette commune, comme on l'a fait au moment du Covid et du plan de relance européen, pour dire maintenant, on achète de l'armement européen. C'était la question que j'allais vous poser. On le finance ensemble et on n'est plus dépendant, enfin on est moins dépendant des États-Unis. Il y a un risque qui pèse de manière assez importante, c'est le retrait des États-Unis de Trump de l'OTAN, en tout cas le retrait de la protection militaire qu'offre l'OTAN au continent européen depuis des décennies. Est-ce que vous pensez que l'avenir de l'Europe se fait dans la défense, dans la guerre potentiellement ?
Alors, je ne vais pas vous dire là, comme ça, sur un plateau, oui, l'avenir de l'Europe, c'est la guerre. Enfin, je pense que ce serait... Est-ce que l'Europe doit s'armer Et alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire l'économie d'augmenter les budgets militaires tous ensemble et d'acheter européens et de construire une industrie européenne de l'armement et de la défense? J'adorerais pouvoir vous dire qu'on peut faire l'économie de ça. Franchement, j'en suis absolument pas convaincu et je pense même le contraire. Je pense qu'on n'a plus le choix. Okay. Parce que il faut mesurer à quel point, par exemple, aujourd'hui, vous avez vu les déclarations de Trump sur le Groenland, donc sur le Danemark. La totalité des armes danoises sont américaines. Ouais. Et vous savez ce qui peut arriver à un armement qui est contrôlé par celui qui l'a vendu. Hein, je ne pense pas dévoiler de secret. Israël et le Hezbollah ont bien montré que vous pouvez, en une seconde, déconnecter des choses. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, si on continue d'acheter des armes aux Américains, en fait, on achète des armes aux Américains qu'ils peuvent tout à fait désactiver sans aucun problème. C'est un peu stupide. Et quelqu'un disait, un chercheur européen disait, attention à ce que l'OTAN ne devienne pas le pacte de Varsovie. Ah. Le pacte de Varsovie, c'était un pacte de défense. Sauf que ce n'était pas un pacte de défense, c'était un pacte du très gros vis-à-vis des autres qui laissait la possibilité aux très gros, en l'occurrence l'Union soviétique, d'envahir quand ils le voulaient les pays. Bon. Attention à ce que l'OTAN ne devienne pas ça. Enfin, on a quand même changé de registre. Là. Oui, on en est là, puisqu'on parle quasiment au premier degré d'une invasion américaine du Groenland. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours. Et moi, ce qui m'a le plus frappé depuis Trump, et je pense que vous l'avez vu, je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est absolument incroyable, c'est la prise de contrôle des données du Trésor américain par Musk. Vous avez vu ça, et ça s'est passé il y a 48 heures. C'est un peu technique, mais les équipes d'Elon Musk, son fameux département de l'efficacité gouvernementale, ont pris possession de l'ensemble des fichiers fédéraux sur les agents fédéraux américains, ainsi que du système de paiement de tout, hein, des salaires, des factures, etc. Et Paul Krugman, qui est un économiste américain de gauche, démocrate, dit, je pense qu'il a raison, que c'est un coup d'État libertarien. Je pense que quand vous avez un milliardaire privé qui n'a aucune fonction officielle, qui prend le contrôle des données publiques du Trésor américain, je ne sais pas comment appeler ça autrement qu'un coup d'État. Et c'est un coup d'État numérique, donc lui il dit, c'est pas des chars dans la rue, mais c'est un coup d'État numérique. C'est le logiciel de paye de l'État. Exactement. Bon, ça il y a 2 jours. Donc sincèrement, je ne sais pas où on va. Léa ? Oui, je voulais revenir justement sur les récentes déclarations de Donald Trump. On a parlé avant votre arrivée en plateau de ce qu'il a annoncé sur Gaza. Et je voulais avoir un peu votre point de vue sur ce qui a été dit. Et surtout, moi, j'ai été assez choquée de l'absence de réaction, notamment des dirigeants, pour beaucoup, européens, et Emmanuel Macron le premier. Ah non, là, je ne peux pas vous laisser dire ça. D'accord, il a réagi. Ça a réagi dans l'heure, on va dire. Et ils ont dit quoi ? Pardon, ça m'a complètement échappé, en effet. Totalement, je ne sais plus quels sont les mots, vous regarderez la dépêche officielle. Totalement inacceptable. Enfin, ce que tout le monde a dit par ailleurs. Enfin, voilà. À part Netanyahou. Et juste pour terminer la question, on disait qu'il y avait peut-être un changement aussi de stratégie, en tout cas de positionnement de Macron par rapport à Trump 2016 et aujourd'hui. Et bon, vous dites qu'il y a eu un communiqué, vraisemblablement, certainement du Quai d'Orsay ou autre, mais c'est vrai qu'il n'a pas pris officiellement la parole dessus. Enfin, moi, je ne me souviens pas de le voir parler là-dessus. La position de la France est claire, et je ne sais plus qui a émis le message, mais honnêtement, la position de la France est claire. Encore une fois, vous pouvez la vérifier. Elle est c'est une condamnation ferme de la France. Voilà, ok. Donc, oui, il y a un changement. Oui, un changement. Et d'ailleurs, vous n'avez pas vu le président de la République faire la vidéo Make Our Planet Great Again contre la sortie. On en parlait précisément. Ouais. Moi, j'ai échangé avec lui. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je lui ai dit, tu devrais le faire, parce que si tu ne le fais pas, on va te reprocher de ne pas l'avoir fait. Parce que c'était un peu l'identité politique d'Emmanuel Macron en 2016-2017. 100% d'accord. Vous faites tout le message que je lui ai fait. Bon. Donc, ça fait mal. Hein. Bon. Ouais. Donc, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Après, tout l'appareil, attendez, je suis fini, tout l'appareil diplomatique de la France lui a dit de ne pas le faire. Pourquoi ? C'est ça qui est intéressant, ça qui est flippant. Parce qu'ils ont peur ? Eh oui. Et ça qui est flippant, parce que
Qu'à la rigueur, ah bah là, ça devient intéressant comme conversation. Mais non, mais l'écologie, Gaza, l'Europe, tout ça, voilà. Mais là, voilà, non, c'est vrai. L'appareil, tous les conseillers diplomatiques ont dit, Monsieur le Président, il ne faut pas sortir seul, il ne faut pas s'isoler. C'est ça. Et cette fois, il les a écoutés, parce que bon, Emmanuel Macron n'a pas la réputation d'écouter ses conseillers diplomatiques, comme quand il avait proposé une alliance à Gaza contre les deux éléments qui sont problématiques. Pourquoi, à votre avis, cette fois-ci, il les a écoutés? Les deux éléments problématiques, c'est un, que tout l'appareil d'État lui dise il ne faut pas le faire, parce que ça traduit un sentiment déjà de défaite. Et le deuxième élément, c'est qu'il l'écoute. Et que donc tous les chefs d'État aujourd'hui, tous les chefs d'État aujourd'hui sont dans une posture défensive. Et je note que quand les États-Unis, quand Trump a mis en place les droits de douane sur le Mexique et le Canada, ils ne se sont pas laissés faire. Des résultats des courses, 24 heures après, Trump a suspendu les droits de douane. Et ensuite, il négocie, mais il a suspendu les droits de douane 24 heures. Il y a eu quand même quelques, entre guillemets, accords sur notamment le narcotrafic aux frontières canadiennes et mexicaines. Bien sûr, mais il y a eu d'autres... les Mexicains ont négocié autre chose, etc. Et puis, encore une fois, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait un accord sur la gestion du narcotrafic entre le Mexique et les États-Unis. Oui, mais la question, c'est qu'ils ont prouvé... Ils n'ont pas juste mis un coup de pression et Trump a rétropédalé. Et ils ont négocié en face, mais ils ont d'abord, ils ont fait la rétorsion. Ils ont dit, tu fais ça, moi je fais ça. Et... Ça, c'est un langage que Trump comprend. C'est la seule chose que Trump comprend, et il faut le faire. Et je pense que c'est vraiment très important, parce qu'il se trouve que pour l'instant, nous, Européens, là, depuis les 15 jours qui viennent de s'écouler, on n'a pas été ciblés. Je pense que si on refait l'émission dans 15 jours, ce sera probablement différent. Ça va arriver. C'est sûr. La question est-ce qu'on est capable de réagir dans l'heure, dans la journée, en disant « tu fais ça, on fait ça ». Si on ne le fait pas, alors c'est un aveu de faiblesse incroyable. Et donc je pense peut-être un élément aussi... Et je peux vous dire pour le coup, parce que m'avait entendu me décaler de l'action de la majorité, de l'époque, du président, etc. Et je le fais, je l'ai déjà fait, je le refais, parce que je suis totalement libre. Mais sur l'Europe, je suis désolé, mais on a un président de la République qui a mouillé la chemise. Et c'est pour ça que je me suis engagé sur les sujets européens, parce qu'il faut qu'on construise cette Europe puissance. Et il fait partie de ceux qui pensent la même chose. Un des éléments qui explique peut-être aussi sa position défensive vis-à-vis de Donald Trump, c'est qu'il n'a plus vraiment les coups des franges dans son propre pays, Emmanuel Macron. Il n'a pas de majorité absolue, il peut moins se permettre de prendre des initiatives. Vous avez largement contribué, donc ça c'est... non, je suis désolé, c'est lui qui a dit souvent. Franchement, c'est pas moi. Ça c'est vrai. Enfin, et c'est pas vous qui avez voté pour lui, mais je peux le comprendre. Et donc c'est ce que je veux dire, c'est la dissolution a créé beaucoup d'instabilité. D'ailleurs, je pense qu'elle a été totalement incomprise. Et d'ailleurs, elle est encore largement incompréhensible. Donc, surtout. Je ne vais pas me mettre à la défendre, puisque je pense que personne dans cette salle, personne en France la défend. Bon. Même le dire. Donc c'est pas moi qui vais commencer à le faire. Et on a créé un moment d'instabilité. Et moi, je l'ai vu de l'extérieur, parce qu'encore une fois, au Parlement européen, je discute tous les jours avec des collègues de tous les pays européens. Ce qui a beaucoup frappé les collègues européens, donc le regard sur la France, c'était deux choses. Ça a été la dissolution et l'incompréhension sur le fait de ne pas avoir donné sa chance à la coalition arrivée numéro 1, parce que c'est de manière absolument automatique, comme ça que ça marche ailleurs. Oui. Bon, donc je le redis, parce que ça a été... Et donc, c'est précisément pour ça que j'ai quitté le bureau exécutif de Renaissance, parce que je pense que c'était un acte qui n'était pas normal. Et la deuxième chose qui a été très mal comprise, qui a choqué à l'extérieur, c'est le déficit budgétaire. Pour certains, le montant du déficit budgétaire, mais surtout l'incroyable écart entre la prévision et la réalité. Pourquoi ? Parce que, vu dehors de France, l'État français, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. C'est l'État colbertiste, jacobin, machin. La France, c'est pas... on a des défauts, mais enfin, on a un État qui fonctionne. Et là, tout d'un coup, paf, le truc qui est censé être l'une des plus grandes administrations du monde, des têtes bien faites, machin, etc., se plante, mais dans les grandes largeurs. Et alors là, c'est la crédibilité... Se plante ou maquille.
Il y a une commission d'enquête parlementaire qui essaye de mettre à jour la raison pour laquelle on a pu se planter à ce point-là. Je ne suis pas complotiste, donc je ne pense pas qu'il y ait de maquillage exprès. C'est des fonctionnaires qui ont fait leur job, se sont plantés. Mais non, si, sincèrement. Non, mais vous-même, l'avenir le dira. L'avenir le dira. Si l'avenir le dira, oui, on verra les conclusions. On verra. Oui, mais je ne préjuge pas. Vous êtes surpris de l'écart. Sans exactement. Complotiste, on peut s'interroger. Donc, il y a une succession. Bref, je ne préjuge pas, d'accord. Il y a une commission d'enquête, voilà, mais je ne préjuge pas non plus dans le sens inverse. Mais ça, je peux vous dire que ça a atteint la crédibilité de l'État. Et quand la crédibilité de l'État est atteinte, ça pose problème. Donc, vous additionnez les deux, le sujet démocratico-politique et le sujet, je dirais, technico-juridique, ça fait mal. Et donc, voilà, objectivement, il faut reconstruire sur un moment qui a été difficile. C'est pour ça que, personnellement, je me réjouis, je ne sais pas si c'est partagé par tout le monde, mais je me réjouis qu'on ait un budget, je me réjouis que les compromis politiques aient été faits, parce qu'on n'avait vraiment pas les moyens de se taper une deuxième censure. Quel regard vous portez sur votre ancienne famille politique? Vous venez de la gauche, vous y avez été pendant des années. Aujourd'hui, l'écologie. J'ai pas été au Parti socialiste, ou je suis pas social-démocrate. Je dis parce que mon histoire politique. Vous allez pas nier le fait que vous avez fait partie de la gauche. Bien sûr. Vous avez été sur la liste avec Eva Joly et Daniel Cohn-Bendit. Bien sûr. Je dis juste que mon engagement, c'est écologie. Mais ça vous empêche pas justement de porter un regard sur la gauche française, qui là depuis quelques jours va pas super bien puisque ça s'engueule très fort entre les socialistes et les insoumis sur fond de vote ou pas de la motion de censure contre François Bayrou. Est-ce que vous avez un regard sur la gauche française? Oui, j'ai un regard sur la gauche française, c'est un regard extérieur. Et là encore, on ne sera forcément pas d'accord, mais je ne pense pas que le NFP soit une stratégie gagnante pour la gauche, d'une part, à terme de présidentielle, et d'autre part, donc de capacité à faire une majorité, avec un candidat, Jean-Luc Mélenchon. Et d'autre part, moi, je pense qu'il faut passer les accords avec les socialistes aujourd'hui, avec ceux qui veulent passer des accords. Il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui veulent passer des accords, c'est les socialistes. Si demain, les écolos voulaient passer des accords, ce serait très bien. Parce que ça permet, dans la configuration politique actuelle, qui est le résultat des élections et de la dissolution, d'accord ? C'est pas dans l'absolu, c'est dans la vraie vie de la situation démocratique et politique actuelle, ça permet de ne pas dépendre du Rassemblement national. Et c'est là où le ver était dans le fruit depuis le début, à partir du moment où le président de la République ne voulait pas donner sa chance, je n'ai pas dit nommer à Matignon, mais donner sa chance à la possibilité d'un gouvernement avec une majorité NFP à l'époque, c'était que la seule alternative possible était un gouvernement minoritaire soutenu par le RN. C'était arithmétiquement la seule possibilité. Et ça, à partir du moment où vous dites au fond, pourquoi pas, là, vous perdez la bataille idéologique et culturelle que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est impossible. Et il se trouve que Bayrou raisonne exactement pareil et préfère passer des accords sur des mesures, et après chacun juge des mesures X ou Y, mais préfère passer des accords avec les socialistes, encore une fois avec tous ceux qui veulent, il n'a pas préjugé que c'était que avec les socialistes, mais il se trouve que c'est que les socialistes avec lesquels on passe l'accord. Et franchement, vu de l'extérieur de la situation européenne et vu de ce que j'ai constaté à quel point cela avait affaibli notre pays, la situation antérieure, je pense que c'est un moindre mal dans la situation actuelle. Dernière question, est-ce que, donc vous l'avez dit, vous avez quitté le bureau exécutif de Renaissance, on vous a entendu depuis le début de cette interview, vous avez effectivement une parole assez singulière vis-à-vis de Renaissance, vous n'hésitez pas à être critique vis-à-vis de l'action ou de l'inaction du président de la République. Est-ce qu'il se pourrait qu'à l'avenir, dans votre carrière politique, vous reveniez à gauche? Je pense que les lignes bougeront dans les futures échéances électorales, évidemment. Ok. Les lignes bougeront. Comprends qui peut. Non, c'est pas ça. Alors, ça veut dire oui, mais poliment. Il y a eu beaucoup d'expressions comme ça, un peu mouiller la chemise, les lignes bougeront, où on ne sait pas trop finalement ce qui se cache derrière. ça interpelle un peu. Alors, mouiller la chemise, qu'est-ce qui vous va pas? Non, mais voilà, c'était juste pour dire des expressions un peu comme ça, très faciles et très convenues de la novlangue. Ça veut dire quoi, que mouiller la chemise quand vous êtes au Parlement, ça veut dire se battre, ça veut dire aller au combat, et c'est vraiment pas convenu. Maintenant, les lignes bougeront, ça veut dire que la majorité, le bloc central tel qu'il est constitué aujourd'hui, il évoluera.
parce qu'il n'aura pas les mêmes frontières politiques demain qu'aujourd'hui. Il a déjà pas mal évolué. Et je pense que l'alliance de gauche évoluera et à la fin, les choses seront structurées différemment. Maintenant, ce qui veut dire les lignes évolueront, seront structurées différemment. Ce qui veut dire que les lignes entre les partis, que les alliances électorales, que tout ça va, je pense, bouger d'ici 2027. Et vous, votre position à vous. Voilà. Et que je pense qu'il y a la nécessité de structurer une offre politique large, capable de faire, et j'insiste là-dessus, 25% au premier tour et 50% au deuxième, parce que, encore une fois, si on sort de ce plateau et de ceux qui nous regardent, la réalité des sondages en France aujourd'hui, dernier sondage pour l'élection présidentielle, Marine Le Pen, 38%. 38%. Mais qui peut être à l'origine de cette offre politique dont vous parlez? Et donc, vous allez rejoindre Glucksmann? Non. Donc, justement, la question... Vous voyez, tout de suite, la façon de redescendre le truc, c'est quoi? C'est de dire 38%, ça veut dire qu'il ne lui reste plus que 12 points pour faire 50. C'est mathématique, c'est 38% au second tour ou au premier? Non, 38% au premier tour. Oui, au premier. 38% au premier tour. Et en fonction de qui elle a en face, elle peut gagner aux autres. Exactement. Voilà, je pense que vous avez tout à fait résumé. Et donc, la seule question qu'il faut se poser, si on est sérieux avec le fait qu'on veut empêcher Marine Le Pen ou Bardella d'arriver au pouvoir, si c'est la seule question qui se pose, ça n'est pas de faire un front républicain ex post où personne ne... Il fallait le faire, évidemment, et je pense qu'on y a tous participé, mais qui ne construit rien, objectivement. On a bien vu à quel point c'était difficile. Il faut, avant, faire bouger les lignes politiques pour être capable de faire une offre politique que moi, je qualifie de progressiste, qui soit capable d'aller chercher 25% au premier tour, au moins, et qui soit capable de faire 50. Et si on ne pose pas ça comme équation fondamentale, comme discipline fondamentale, comme exigence fondamentale, alors on peut se faire plaisir. Et quand je regarde la multiplication des gens de gauche qui se voient candidats à la présidentielle en 2027, je peux vous dire que là, vous avez un magnifique concours de beauté, avec sur la ligne de départ, de quoi faire 7-8 candidats à 4%. D'accord? C'est ça la réalité, aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. Une candidature commune à gauche. Donc, je pense qu'il faut... Républicaine. Il faut... voilà. Et on commence à... Vous voyez, quand le raisonnement... Et donc, la question qui se posera, et on n'est pas là pour traiter ça à la légère en 3 minutes, mais la question qui se posera, c'est quelle sera la personne, homme ou femme, la mieux placée à un moment donné pour faire ça? Pascal Canfin, et il ne peut y en avoir qu'une. Ce rassemblement de la gauche que vous imaginez progressiste. Pardon, je finis juste ma phrase. Il ne peut y en avoir qu'une. Je pense que c'est absolument fondamental. Sinon, tout le reste n'a aucun sens. Et, à mes yeux, ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a un plafond de verre qui est dans toutes les enquêtes d'opinion, tous les sondages. Quoi que vous pensiez individuellement, et je pense qu'on ne pense pas la même chose, mais peu importe, la question n'est pas de savoir ce qu'on pense individuellement, la question est de gagner à la fin. Oui. Alors, il dirait que le plafond de verre, il le pète à chaque fois, quand même. Il monte. Là, c'est plutôt le plancher qui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, la personnalité politique... Non, ça c'est sûr. Mais les enquêtes d'opinion, les législatives nous disaient que c'était le RN qui allait être majoritaire à l'Assemblée nationale, qu'il allait remporter l'élection. Non, c'est la coalition du NFP qui l'a remporté. Il a été grâce au Front républicain. Non, mais attends, les chiffres étaient vachement plus hauts dans les sondages. Non, mais ça c'est parce que la... Oui, mais enfin, voilà, on est reparti sur un... Je sais pas combien de temps on a. L'interview est censée être terminée. Ah ben oui, vous me lancez sur... Là, d'un point de vue journalistique, il ne faut pas lancer sur un sujet comme ça à la dernière minute. Cette union de la gauche, cet arc de la gauche, il va d'où à où pour vous? 7 francs. Je vous me réinvitez la prochaine fois, puisque l'émission est terminée. Ah non, mais on aura l'occasion. Non, mais blague à part, ok. On prend rendez-vous l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Je suis sûr qu'on aura à nouveau des discussions à avoir. On peut prendre rendez-vous là-dessus, à mon avis, dans 6-9 mois. Dans 6-9 mois. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Pascal Canfin, d'être venu sur le plateau de Backseat.